The International Criminal Court is now in session. The Joint Court Panel International est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Juge président, bonjour à tous. Officer, kindly call the case. Monsieur le greffier d'audience, veuillez appeler l'affaire. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Situation en République centrafricaine 2. Le procureur contre Maxime Geoffroy Elimo Gawaka. Référence de l'affaire ICC 0114 0122. Et pour le procès verbal d'audience, nous sommes en audience publique. Le juge président, merci beaucoup. Tout comme hier, je vais demander aux parties simplement de nous confirmer si l'équipe est composée des mêmes personnes ou s'il y a des changements pour que nous puissions l'indiquer dans le procès verbal d'audience. Monsieur le procureur. Monsieur le juge, le bureau du procureur est dans la même composition que les 2 jours précédents. Merci. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. Merci, Monsieur le juge. La composition de la défense a varié un peu ce matin. Nous avons derrière Nina Guillou, qui s'est joint à nous, et également Bonnie Johnston, qui est derrière ici. Sinon, la composition de l'équipe de la défense reste la même. Bonne journée. Thank you very Monsieur much. le Président. Le juge président, merci beaucoup. Bonjour, monsieur le représentant des victimes. Président, bonjour. Les représentants communs des victimes sont les mêmes qu'hier, sans changement. Merci. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. Bien, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la présentation du fonds par la défense et d'après nos calculs, il vous reste 1 heure, 60 minutes. Donc la parole est à vous. Good morning, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge, et bonjour à mes confrères et consoeurs dans la salle. C'est un privilège de comparaître aujourd'hui devant vous au nom de Monsieur Maxime Mokom. Comme l'a dit le conseil principal, je vous parlerai aujourd'hui des modes de responsabilité dans cette affaire. Comment est-ce que M. Mokom est considéré comme responsable pour les crimes qui lui sont reprochés et quels sont les éléments que l'accusation a utilisés pour le prouver? Comment cela a été fait? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de passer à huis clos partiel. Et nous voulons commencer aujourd'hui par ce que nous considérons comme étant l'évolution des éléments de l'accusation contre M. Mokom. D'abord avec la requête du mandat d'arrêt en 2018 et comparé avec le document contenant les charges qui a été déposé le 29 mars 2023 et également l'affaire et les éléments des observations du procureur que nous avons entendues en mardi. Lorsque nous essayons de voir quelle a été la restriction, la diminution importante du champ de cette affaire contre M. Mokom. Et mardi, nous avons entendu la théorie de l'accusation qui s'est réduite à une thèse centrale, à savoir que M. Mokom aurait dû savoir que les anti-Balaka commettaient des crimes parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites dans les médias qu'il n'était pas possible de ne pas le savoir et qu'il il n'a pas fait ce qu'il fallait, alors qu'une personne raisonnable l'aurait fait. Et ceci, nous pouvons le trouver dans la transcription en temps réel du 22 août 1993, ligne 2 à 13. Et c'est ainsi que l'accusation a terminé la présentation de ses observations. Monsieur Mokom a fait son choix. Il aurait dû savoir et il ne s'est pas pour autant éloigné de cela. L'accusation est venue devant cette cour et a demandé à M. Mokom a demandé à ce que M. Mokom soit arrêté en 2018. À ce point, les observations de l'accusation étaient que M. Mokom avait commis des crimes conjointement avec les autres et qu'il devait être considéré comme que cela devait lui être reproché dans le cadre de l'article 25.3 des statuts. Et
nulle part dans les éléments de preuve, nous n'avons pu voir que M. Mokom avait commis des crimes. Il n'y a jamais eu de suggestion, soit en 2018, soit maintenant, qu'il était responsable en tant que commandant et qu'il avait un contrôle effectivement sur les troupes anti-Balaka. Et c'est exact, il n'y avait pas là d'affaire de commandement. Et au lieu de cela, l'accusation a utilisé l'article 25.3 et a considéré la responsabilité de M. Mokom non pas en tant que personne ayant commis ou commandé ou donné des ordres pour ces crimes, mais comme plutôt quelqu'un qui a aidé et qui a été complice dans le cadre de l'article 25.3c et qui a contribué aux actes du groupe dont le dessein était un dessein commun dans le cadre de l'article 25.3d. Et ceci, ces différentes formes de responsabilité indiquaient déjà une contribution au crime ou, comme l'a dit la Chambre d'appel dans le jugement, la décision sur l'affaire Lubanga au paragraphe 62, une forme inférieure de blâme plutôt que de l'accuser d'avoir commis les crimes eux-mêmes. Donc, M. Mokom n'a pas commandé les groupes, n'a pas non plus été mêlé aux crimes qui ont été commis, mais pendant cette période critique du 5 décembre, il était de l'autre côté de la frontière à Zongo. Lorsque l'on a un suspect qui est éloigné des crimes, l'obligation de la procuration, du côté de l'accusation est encore plus importante pour montrer comment est-ce que l'on peut faire le lien entre le suspect et les crimes qui lui sont reprochés. Et dans cette affaire, où est le lien si M. Mokom n'a pas commis les crimes, ne donnait pas d'ordre aux auteurs et ne les commandait pas? Et cette chambre de première instance, dans la la décision de confirmation des charges de l'affaire Biekotom et Ngaïsona, a reconnu à juste titre la nécessité d'établir un lien entre le suspect et les crimes reprochés. Et a dit également que lorsque la preuve de ce lien n'est pas très claire ou est incohérente ou inadéquate, les charges ne peuvent être confirmées. Donc nous allons regarder ces deux modes de responsabilité aujourd'hui, en commençant par le fait d'aider et d'être complice dans le cadre de l'article 25.3c et ensuite passer probablement à la responsabilité d'un dessein commun beaucoup plus controversé dans le cadre de l'article 25.3d. Mais tout d'abord, je voudrais aborder la question des preuves. Lorsque nous parlons des éléments de preuve inadéquats ou d'éléments de preuve qui ne sont pas clairs ou qui sont incohérents, qu'entendons-nous par là? Le document contenant les charges dans cette affaire fait 70 paragraphes et a été divulgué le 9 mars cette année avec cette annexe C1. L'annexe C1 donne la liste de 70 paragraphes de ce document contenant les charges avec les accusations correspondantes en dessous. Et il y a une deuxième colonne qui fait la liste des éléments de preuve qui, pour l'accusation, sous-tendent chacun de ces paragraphes. Et nous savons que nous supposons avec confiance que la Chambre a fait exactement le même exercice que nous, c'est-à-dire regarder à ces éléments de preuve et les lire, et voir dans quelle mesure ceci vient étayer les allégations. Pour être clair, cette annexe C1 contient les éléments de l'accusation utilisés pour expliquer ce qu'il en est de l'affaire au niveau le plus élevé. Ce n'est pas ils n'ont pas pu dessiner ou donner une image complète des éléments de preuve concernant chacune de ces allégations. Ce sont juste des éléments de preuve incriminants. Il y a une troisième colonne qui donne les éléments de preuve qui ont tendance à saper les éléments avancés par l'accusation. Et nous voyons qu'une grande partie des éléments de preuve qui ont été cités dans l'annexe C1 viennent des déclarations des témoins de l'accusation, dont nombre d'entre eux sont venus à La Haye. Le président veuillez ralentir, s'il vous plaît, et ont témoigné dans l'affaire Biekotom et Ngaïsona et ont fait l'objet de contre-interrogatoires. Et ces témoins de l'accusation ont dit des choses différentes, sous serment,
quelque chose, des choses qui étaient favorables à M. Mokom, ou même quelquefois des choses qui n'étaient pas cohérentes avec leurs déclarations précédentes, et ceci n'est pas reflété ici. Ceci ne figure pas dans l'annexe C1, n'est pas reflété dans cette annexe. Et un exemple concret en est, et si l'on va directement au dessein commun, la première accusation importante dans l'acte contenant dans le document contenant les charges, à la ligne 6 de l'annexe C1, il est dit que les anti-Balaka avaient ciblé la population musulmane. Et le premier témoin qui avait été cité pour soutenir cette allégation est le témoin PE 808 et sa déclaration, car OTP 2093 0010, dans laquelle il dit au paragraphe 40, qui est cité ici, que les anti-Balaka ont tué de nombreux civils musulmans innocents, des femmes et des enfants. Mais lorsque P808 est venu déposer, il a fait l'objet d'un contre-interrogatoire sur ce paragraphe 40, sur cette même allégation, et il a précisé, cette fois-ci sous serment et en audience publique, et je cite, « Il est difficile pour moi de dire s'il s'agissait de civils ou d'anti-Balaka qui ont commis des crimes. » Et il a dit « C'est ce qui a créé toute cette confusion. » Et ceci figure dans la transcription car OTP 0000 1107, page 13 à 14. Donc nous avons un témoin de l'accusation qui dit quelque chose d'incriminant dans l'annexe C1 et qu'ensuite il retire ou précise et clarifie dans sa déposition en présentiel. Mais l'accusation s'est arrêtée simplement aux déclarations et cette annexe ne reflète pas l'état actuel des éléments de l'accusation, des éléments de preuve de l'accusation. Donc ce n'est pas précis. Et donc les déclarations sur lesquelles cette annexe C1 se repose ont été quelquefois retirées ou clarifiées lorsque les témoins sont venus déposer. Donc nous allons inviter la Chambre de première instance de prendre en compte la totalité du témoignage d'un témoin avant d'accepter ce qui leur est dit dans l'annexe C1, notamment pour voir s'il y a quelque chose de différent qui a été dit, parce que l'accusation n'a pas fait cet exercice pour vous. Ce sont des observations qui ont été présentées et j'ai d'autres exemples de cela. Mais pour revenir au mode de responsabilité, je vais commencer par donc être complice dans le cadre de l'article 25.3c. Et il est demandé à l'accusation de démontrer que M. Mokom a été complice ou a apporté son aide à la commission ou à la tentative de commettre les crimes qui lui sont reprochés. Et cette aide, en fait, ce que M. Mokom a fait, a eu un impact de cause à effet et qui a permis de faciliter la commission des crimes. Et c'est là où nous disons qu'il y a vraiment un trou noir dans les observations de l'accusation. Et c'est la raison pour laquelle l'accusation a d'abord présenté les crimes et ensuite a fait une présentation séparée sur la contribution de M. Mokom, mais n'a pas n'a pas entrepris cette action essentielle qui est de faire le lien entre sa contribution alléguée avec un seul même des crimes qui lui sont reprochés, parce que ce lien n'existe pas. Et ce n'est pas suffisant pour alléguer d'une aide générale apportée aux anti-Balaka de manière générale, ou même une aide aux anti-Balaka dans une région particulière. Il est demandé à l'accusation de démontrer que l'aide de M. Mokom a contribué particulièrement aux crimes qui lui sont reprochés dans le document contenant les charges, dans ces lieux et à ces dates. Et ce qui est utile, c'est regarder d'autres affaires et voir quels sont les éléments de preuve qui sont acceptés pour prouver ce lien. Dans l'affaire Taylor, dans la Cour spéciale de la Sierra Leone, qui est probablement l'affaire la plus connue concernant l'aide et la complicité, l'accusation a pu prouver que le président Taylor avait fourni des armes et des munitions spécifiques et qu'il y a eu des envois spécifiques et identifiables à la RUF AFRC avec des détails
indiquant où cela est allé, à qui cela a été envoyé, et plus important encore, comment cela a été utilisé, dans le cadre de quelle attaque et par qui, à quelle période pour commettre les crimes qui sont reprochés. Et je fais référence aux éléments de preuve indiqués dans la décision du procès Taylor au paragraphe 5528 à 5753 et les conclusions dans 6911. Idem avec le personnel militaire. Au paragraphe 69-22, l'accusation a dû établir que le président Taylor avait envoyé un groupe de 150 combattants dans un bataillon RUF qui a ensuite été déployé dans le cadre d'une attaque en particulier en décembre 1998 à Kenema, ce qui a contribué aux crimes qui sont reprochés. Le juge président, Madame, merci de ralentir et de faire une pause entre les phrases. Sinon, le travail des sténographes et des interprètes est extrêmement difficile. Réponse, je m'en excuse. Donc, c'est le niveau de détail qui a été demandé avant de pouvoir parler d'aider et d'être complice. Idem au tribunal du Rwanda, dans l'affaire Ngira Batware, l'accusation a dû démontrer que Augustin Ngira Batware est arrivé donc à two of whom are named, and the trial chamber was satisfied that at least some of these weapons were used during the attacks and killings in Nyamyumba commune to commit the charged crimes. This is the Ngira Batware trial judgment at paragraphs 1335 to 1341. So not just general support, not just general supply of weapons, there has to be a link between the assistance and the charged crime. And you might think, okay, well, that was the standard at the tribunals. Et l'on peut se dire, eh bien, c'était là ce qu'il en était, la façon dont cela procédait dans les tribunaux. Mais ce niveau de détail a également été nécessaire pour démontrer qu'il y a eu aide et complicité dans cette cour. Dans l'affaire Bamba, à l'article 70, il a été demandé à la Chambre de première instance a demandé à l'accusation de démontrer qu'une aide spécifique à un témoin en particulier a influencé négativement leurs témoignages concernant donc les crimes reprochés. Fidele Babale, l'accusé, était considéré par exemple comme étant le financier général de ce projet et qui aurait donc influencé négativement les témoins. Et au paragraphe 877 et 878 de la décision, la Chambre a dit qu'il ne suffit pas de se baser simplement sur une assistance et une aide générale dans le financement du programme et qu'il était demandé à l'accusation d'établir que son aide en particulier, l'aide qui a été donnée en particulier à certains témoins, les a influencés et a mené à faire un faux témoignage. Pour certains témoins, l'accusation avait des éléments de preuve, pour d'autres, elle n'en avait pas. Et l'on pourrait simplement se dire que ce sont tous des procès, que c'est une confirmation, qu'il n'est pas nécessaire que le lien soit là et qu'il soit là avec ce niveau de détail. Mais nous pouvons voir dans l'affaire Yekatom Ngaïsona que cette chambre de... At paragraph 176 of the confirmation decision, the pre-trial que la chambre préliminaire, au paragraphe 176 de la décision de confirmation, a considéré que les éléments de l'accusation concernant l'aide et la complicité étaient trop générales pour certaines décharges et a indiqué, je cite, que les éléments de preuve présentés par l'accusation ne permettent pas à la Chambre de démontrer ou de retracer la contribution financière de Ngaïsona et de lier cela au groupe anti-Balaka opérant dans ces lieux. Et nous voyons que c'est ce qui est nécessaire. Et où en sommes-nous dans cette affaire?
Avec M. Mokom, nous ne sommes nulle part. Nous ne sommes en rien au niveau des détails nécessaires. Dans l'annexe C1, les observations de l'accusation à leur niveau le plus élevé. Il n'y a pas de contre-interrogatoire de ces témoins, ni d'éléments de preuve à décharge. L'annexe C1, l'accusation dans cette annexe dit que M. Mokom donnait de l'argent aux anti-Balaka, et ceci se trouve à la page 48 de l'annexe C1. M. Mokom aurait financé les anti-Balaka en vendant sa maison à Zongo et leur aurait ensuite fourni un soutien financier par le biais de la famille Bozizé pour acheter des armes et des munitions. Le conseil principal hier vous a parlé du témoin P2232 et des problèmes avec son témoignage ici. Et ceci mis à part, et en dehors de lui, il n'y a rien, pas d'éléments de preuve directs qui auraient été impliqués dans ces transactions. Aucun témoin ne dit avoir vu ou transféré ou reçu ou géré ou reçu ces fonds de quelque façon que ce soit, et il n'y a pas de preuves documentaires de transfert de virements bancaires, de virements par Western Union ou de documents de vente de maisons qui auraient tous laissé une trace. Mais même s'il y avait des éléments de preuve crédibles de fonds qui auraient été transférés ou virés par le truchement de M. Mokom, et n'oubliez pas que le P0405 a dit que M. Mokom vivait dans la misère à Zongo et vivait avec rien, il n'avait même pas d'endroit où dormir, les gens devaient lui donner des vêtements, et ceci se trouve dans CAR OTP 2107 47 22, aux pages 47-42 à 47-43. Même s'il y avait des éléments de preuve crédibles que M. Mokom était celui qui avait fourni des millions de CFA en provenance de Zongo, l'accusation ne fait pas là un lien entre ces fonds et les crimes reprochés. Rien concernant ces fonds allégués, où ils auraient été envoyés, à qui et pourquoi, et comment ceci a ensuite facilité ces crimes spécifiques qui sont reprochés dans l'acte d'accusation. Parce qu'il n'y a tout simplement pas d'éléments de preuve concernant cela. Et nous supposons que c'est la raison pour laquelle on n'a pas parlé, et il n'a pas été donné d'éléments de preuve concernant le financement des anti-Balaka lors de la présentation des observations de l'accusation mardi. Que dire des armes et des munitions? Le conseil principal a regardé, s'est penché sur les éléments de preuve de l'accusation ici. Expliquer les problèmes causés par le détail des éléments de preuve, c'est quelque chose que l'accusation n'a pas fait. L'accusation ne peut pas faire le lien entre les armes et les munitions qui auraient été fournis par M. Mokom et les crimes reprochés. Il n'y a aucune tentative faite par l'accusation de démontrer que ces armes et que ces munitions provenaient du suspect et avaient été données à ces groupes et avaient été utilisées pour les crimes reprochés. Et qu'ils n'ont pas été utilisés pour se défendre contre des combattants Seleka ou pour attaquer des objets militaires, mais ont été utilisés pour tuer des civils à ces dates-là et utilisés pour violer des civils dans les dates qui sont indiquées dans les charges. Parce que tout simplement, ces éléments de preuve n'existent pas et ne figurent pas dans le dossier de l'affaire. Et c'est cela la difficulté avec cette affaire. On a ce conflit armé sous-jacent d'après l'accusation. Et même si l'accusation avait pu démontrer que les anti-Balaka utilisaient des armes qui avaient été fournies par le suspect, cela ne suffit pas.
il faut qu'il puisse démontrer, que l'accusation puisse démontrer que ces armes ont été utilisées pour commettre les crimes reprochés. Si l'accusation avait pu vous démontrer cela, peut-être que l'on n'aurait pas besoin même d'un procès. Mais nous sommes bien loin de ce type d'éléments de preuve. Et c'est là simplement l'actus reus. Le plus grand problème pour ce qui est d'aider commettre vient avec le mens rea. Il est demandé à l'accusation d'établir que M. Mokom a apporté cette aide dans l'objectif de faciliter les crimes reprochés et avec cet objectif en tête. Et ce langage, nous le retrouvons dans l'article 25.3c. Il n'est pas suffisant que M. Mokom ait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance que son aide aiderait les auteurs. C'est ce qui a été dit au tribunal. À la CPI, le terme « objectif », « purpose » en anglais, était inclus dans cet article et cela va au-delà du mens rea dans l'article 30 et exige cet élément subjectif au plus haut niveau. Et nous ne savons pas simplement où se trouve cet élément de preuve démontrant que M. Mokom a apporté son aide dans l'objectif de faciliter les meurtres ou de faciliter l'objectif, les viols. Le poids des éléments de preuve prouve l'inverse et il n'est pas nécessaire d'aller plus loin que les éléments de preuve de l'accusation. P. 1961, disant que M. Mokom voulait éliminer tous les points de contrôle illégaux pour arrêter les raids et les vols, et qu'il avait conseillé aux anti-Balaka de ne pas se faire justice eux-mêmes, mais d'amener ceux qui avaient commis des crimes devant la justice, de les traduire en justice, et qu'il a donné aux gens, y compris les témoins, des instructions sur la façon d'arrêter les faux anti-Balaka, et qu'il a organisé des formations sur la façon de travailler pour assurer la cohésion sociale, et ceci se trouve dans CAR OTP 2090 0067 au paragraphe 91 et 1901 considéré marqué par l'accusation dans PEXO. J'ai dit que je me corrigeais, il s'agit du paragraphe 91. Le P2503 a décrit l'appel téléphonique avec M. Mokom en décembre 2013, lorsque M. Mokom a dit que l'objectif du mouvement n'était pas de faire du mal à la population, mais plutôt de sauver la population de ces auteurs de crimes. Et M. Mokom a dit aux témoins de s'assurer qu'il n'y avait tout simplement pas de désordre ou quoi que ce soit de ce style. Et il s'agit donc du document CAR OTP 2118 8955, page 8980 à la page 8981, marqué par l'accusation comme étant PEXO. P1521 a déclaré dans l'affaire Yekatom Ngaïsana en audience publique sur la manière précise dont il fallait éviter les crimes. Comment, justement, pour éviter ces crimes, pour éviter ces excès, M. Mokom a été nommé coordinateur. Il s'agit du document CAR OTP 00911, page 22, lignes 7 à 10. P405 a déclaré que, après que M. Mokom soit rentré d'exil en RDC, il était revenu au sein du mouvement pour essayer d'organiser les choses de telle sorte que les crimes s'arrêtent. Il a déclaré que M. Mokom était également une victime, qu'il avait souffert beaucoup, qu'il était revenu de telle sorte que les anti-Balaka puissent être organisés. Et M. Mokom s'est employé lui-même
à faire en sorte que les crimes s'arrêtent. Document CAR OTP 2107 4580, page 4506 à 4508, considéré par l'accusation comme PECSO. Est-ce qu'il existe des éléments de preuve directs au sujet de ce que pensait effectivement M. Mokom? À la ligne 153 de l'annexe C1, l'accusation cite un document qui est appelé en français le projet d'appui. Et l'accusation attribue ce document à M. Mokom. La signature de M. Mokom figure dans ce document. Apparemment, il s'agit d'un plan pour reconstruire le pays à partir de juillet 2015. Il y est dit ramener le pays à une période de paix avant que les Séléka n'arrivent. Dans ce document, M. Mokom parle de l'importance pour les Centrafricains de réaliser qu'ils sont un peuple unique et que cette compréhension leur permettra de se voir comme des frères et des sœurs, comme une nation unique, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou animistes ou des membres de sectes. Il s'agit du document CAR OTP 2093 0344 à 0346. Et il n'est pas inhabituel dans les affaires pénales internationales de voir des accusés ou de voir accuser ceux qui ont fait des déclarations publiques d'unité ou lancé des appels à l'harmonie ethnique. Mais il ne s'agit pas d'éléments de preuve de déclaration publique. Il s'agit d'éléments de preuve à charge venant de gens qui connaissaient et qui interagissaient avec M. Mokom à la période visée et qui se corroborent eux-mêmes sur le fait qu'il a travaillé à décourager et à mettre un terme au comportement criminel. L'accusation ne peut pas établir sur les éléments de preuve motif substantiel de croire que M. Mokom a apporté son aide et sa complicité au crime des charges. Les liens n'existent pas, l'actus reus n'existe pas, l'élément psychologique n'est pas là non plus. Donc, pour ce qui est du but commun, la responsabilité du but commun, article 25.3d du statut, qui permet là aussi à l'accusé d'être considéré comme responsable de crimes qu'il n'a pas physiquement commis, qu'il n'a pas ordonné ou il n'a pas commandé les auteurs. Mais là encore, l'équilibre pour ce filet très large, c'est que l'accusation établisse le lien entre les crimes et M. Mokom, et ceci à un très haut niveau. Il faut qu'il y ait une contribution, il faut qu'il y ait l'intention pertinente et il faut qu'il y ait un groupe agissant de concert. Alors prenons cela pour commencer. L'objectif commun dans cette affaire est visé dans le document contenant les charges au paragraphe 3 et 4. Et ce qui est important de noter en premier lieu, en ce qui concerne l'objectif commun qui est présenté de manière différente par rapport à l'objectif commun présenté dans Yekatom et Ngaïsona. Ce qui est important de noter, c'est que l'accusation a réuni tout cela dans un seul bloc et placé tous les crimes des charges dans le plan commun lui-même, paragraphe 4. Et je cite, « Ce but commun incluait au moins les crimes visés par les charges. » Donc les 20. Ce qui signifie, pour commencer, que la chambre préliminaire
doit être convaincu qu'il y a un groupe de personnes qui agissent de concert en vue de commettre ces crimes visés par les charges, ces 20 crimes visés dans les charges, qu'ils agissent de concert avec l'objectif commun de commettre des viols, de commettre des meurtres, de commettre ces persécutions, ce qui est une charge très lourde pour l'accusation, et elle se l'est imposée elle-même. Alors, les anti-Balaka, qui aurait eu ce but commun? Il n'y a pas de nuance ici. Si on lit les charges, tout le monde au sein des anti-Balaka, tous ceux qui à un moment ou un autre se sont considérés comme faisant partie des anti-Balaka, travaillent de concert pour commettre les 20 crimes visés dans les charges. Ça, c'est le dossier effectif de l'accusation. Néanmoins, nous avons constaté une nuance extrêmement importante qui a été apportée dans cette affaire lorsque l'accusation a présenté ses arguments jeudi. Par exemple, la transcription en temps réel du 22 août, page 87, l'accusation dit, et je cite, ligne 12 à 14, l'accusation a déclaré que beaucoup de combattants anti-combattants ne faisaient pas la distinction entre les combattants Seleka et les civils musulmans. Plusieurs combattants, donc par conséquent, d'autres combattants anti-Balaka effectivement feraient la distinction entre les Seleka et les civils musulmans. Nous avons vu également l'accusation délibérément, soigneusement, lorsqu'elle parlait de but commun, de ne pas parler des anti-Balaka comme un groupe global ayant ce but commun, mais, et je cite, les anti-Balaka qui commettaient des crimes contre la population civile agissant avec un but commun. Par exemple, dans la transcription en temps réel du 22 août, page 67, lignes 13 à 14 et page 68, lignes 24 et 25. L'accusation a cité ensuite à la page 68, lignes 18 à 24, la déclaration de P 2087 et sa déclaration qui dit « Dans les rangs inférieurs, l'ennemi perçu est simplement devenu les musulmans en général. » Donc, je répète, dans les rangs inférieurs, donc pas partout au sein des anti-Balaka. Même transcription, page 53, lignes 5 à 7. L'accusation, là, vraiment accorde une concession énorme. Elle dit, et je cite, « Pour les chefs 2 à 4, il existe des éléments de preuve que des civils de Bangui ont également participé à certaines de ces destructions. Toutes les destructions n'ont peut-être pas été commises par les anti-Balaka uniquement. » Donc, nous avons l'accusation qui reconnaît que certains crimes ont été commis par les anti-Balaka, mais que d'autres ont été commis par des civils ou des faux anti-Balaka. Elle reconnaît ainsi qu'il y avait certains anti-Balaka qui commettaient des crimes dans les rangs inférieurs et que d'autres ne le faisaient pas, que certains assimilaient les Seleka et les musulmans et d'autres ne le faisaient pas. Et ces nuances sont importantes et elles sont honnêtes et elles sont totalement réalistes et elles sont reflétées dans les éléments de preuve. Mais l'accusation a maintenant un problème avec ces preuves parce que ces concessions font qu'il est impossible que l'accusation puisse défendre un dossier article 25.3d. Cette Chambre ne peut pas conclure
que les anti-Balaka étaient un mouvement qui agissait de concert pour commettre tous les crimes visés par les charges, ce qui n'a jamais pu être établi sur la base des éléments de preuve de toute façon. Cette Chambre ne peut pas conclure que lorsque M. Mokom contribuait aux anti-Balaka, il contribuait à ces parties des anti-Balaka qui effectivement commettaient des crimes. Ces parties, le président, veuillez s'il vous plaît ralentir et marquer des pauses entre les phrases, s'il vous plaît. Maître Gibson, ces parties des anti-Balaka qu'il désigne lui-même comme étant de faux anti-Balaka. Monsieur Mokom parle dans les éléments de preuve du fait qu'il donne des instructions pour procéder à l'arrestation des anti-Balaka des faux anti-Balaka et de les présenter à la justice. Parce que l'accusation n'arrive pas à ce niveau de détail. Elle ne dit jamais ces crimes à ces dates, dans ces localités précises, ont été commis par les anti-Balaka auxquels contribuait M. Mokom, et non pas par des civils, et non pas par des faux anti-Balaka pour cette raison ou cette autre raison. Ça ne va jamais tenir devant un procès. L'article 25.3d et la charge visée à l'article 25.3d tombent dès le premier obstacle. Mais bien entendu, il y a d'autres obstacles. Ensuite, l'accusation doit prouver que M. Mokom a effectivement contribué aux crimes visés par les charges. Et là, il est utile de rappeler ce que l'accusation a dit au sujet de cette question de contribution dans ses arguments oraux. Il s'agit de la transcription en temps réel du 22 août de la page 86, à partir de la page 86, ligne 24. L'accusation déclare, et je la cite, « Maintenant, soyons clairs. L'accusation ne suggère pas que c'est un crime au terme du statut de soutenir simplement les activités militaires d'un groupe armé, mais qu'un tel soutien peut conduire à la responsabilité pénale si ce soutien contribue à la commission de crimes visés par le statut. Donc, de quelle contribution avons-nous besoin? Les chambres dans Katanga, Ruto et Mbarushimana ont toutes fixé la norme de la contribution pour ce qui est de la responsabilité d'un but commun comme étant une contribution significative ou au moins une contribution significative à la commission des crimes. Donc pas au groupe de gens d'une manière générale, mais au crime des charges. Qu'est-ce qui rend une contribution significative? Ce qui est pertinent pour M. Mokom, ce sont les chambres de première instance du TPY, en commençant par l'affaire Dvoka, qui ont examiné un éventail de facteurs, y compris les efforts déployés pour prévenir l'activité pénale. Et ce même libellé a été adopté par la CPI dans Mbarushimana. Ce qui est logique, parce que comment est-ce qu'on peut apporter une contribution significative à des crimes
si vous faites en même temps des efforts significatifs pour les prévenir. Les éléments de preuve à charge montrent que M. Mocom prend des mesures pour prévenir l'activité criminelle. Et parlons de ce que l'accusation a déclaré dans ses arguments au sujet de ce que M. Mocom a effectivement fait lorsqu'il est revenu à Bangui. Si l'on met de côté le fait qu'il a vendu sa maison qu'il n'avait pas, les messages Facebook qu'il n'a d'ailleurs pas écrits, et l'argent supposé, les 9 Kalachnikov, comment est-ce que l'accusation elle-même a présenté ses actions? Je cite la transcription en temps réel du 22 août, page 84, à partir de la ligne 13. L'accusation déclare, et je cite, « Monsieur Mocom a ensuite visité les différentes bases à Bangui. À ce moment-là, lorsqu'il était dans la proximité des crimes commis par les anti-Balaka, il a déployé des efforts pour les rendre plus efficaces, plus structurés. Il a été impliqué dans un certain nombre d'activités en tant que coordinateur des opérations, y compris la création de la police militaire, le détachement d'éléments, des mesures visant à enrôler et aider à la libération de détenus anti-Balaka, y compris la création de la police militaire. Pourquoi est-ce qu'on met en place une police militaire? Pourquoi est-ce que vous essayez de rendre un groupe plus structuré? Pourquoi est-ce que vous remettez les troupes dans leurs casernes? Pourquoi est-ce que vous les cantonnez? Pourquoi est-ce que vous leur donnez un endroit pour qu'ils puissent vivre et manger? Pour arrêter les crimes. Et si l'accusation ne le dit pas, eh bien bon, mais parce que les témoins de l'accusation eux-mêmes le disent. Et M. Mocom est revenu pour reprendre les choses en main et pour mettre un terme au crime. Les déductions que l'accusation souhaite voir la chambre de préliminaire faire, c'est-à-dire que M. Mocom avait l'intention de faire commettre des crimes parce qu'il aurait dû être informé à leur sujet et qu'une personne raisonnable se serait écartée, cela ne suffit pas pour contourner les éléments de preuve. Et parler du fait qu'une personne raisonnable se serait écartée, bon, souvenez-vous qu'à ce moment-là, les Séléka continuaient à violer, à tuer, à torturer des femmes centrafricaines et des enfants. Alors, parler de ce que une personne raisonnable ferait dans ces circonstances, eh bien, il faut prendre ces éléments en considération. L'accusation vous demande de faire une déduction, c'est-à-dire que M. Mocom est coupable de ces crimes parce qu'il en était informé et qu'il ne s'était pas écarté, qu'il ne s'était pas éloigné. Mais l'accusation ne vous donne pas le moyen satisfaisant de traiter de tous ces éléments de preuve qui disent exactement l'opposé, c'est-à-dire qu'il essayait de prévenir les crimes. L'accusation vous présente des éléments de preuve disculpatoires et ensuite les ignore. Et ceci est la raison pour laquelle leur dossier contre M. Mocom est devenu de plus en plus maigre, de plus en plus étroit, Juste maintenant, simplement, une affaire sur « il aurait dû savoir », les conséquences prévisibles, qu'il avait l'intention de commettre des crimes et qu'il les a commis, et puis qu'il ne s'est pas éloigné. Les éléments en matière de but commun ne sont pas là non plus.
article 25.3d. La responsabilité au terme de l'article 25.3d ne peut pas être établie sur la base de ces faits contre cet accusé. Je voudrais revenir maintenant aux éléments de preuve en l'espèce. Pour terminer, les principes fondamentaux en ce qui concerne la manière d'aborder les éléments de preuve. Et je ne vais pas parler des risques consistant à s'appuyer sur des rapports d'organisation des droits de l'homme ou des documents des médias. Les chambres préliminaires savent tout cela et nous savons très bien que la chambre préliminaire sait tout cela et nous savons que vous évaluerez ces éléments de preuve en conformité avec les normes appropriées. Mais il y a une chose qui ressort de ce dossier, c'est le manque d'éléments de preuve incriminant directement M. Mokom. Laissons de côté les vidéos de Al Jazeera, les photographies épouvantables, mais qu'est-ce que les témoins de l'accusation disent effectivement au sujet de ce que faisait M. Mokom? Il n'y a pas d'éléments de preuve directs du fait que M. Mokom donnait des ordres pour commettre des crimes ou qu'il commettait des crimes ou qu'il était présent ou qu'il encourageait ces troupes qui commettaient des crimes. Au contraire, le dossier de l'accusation est construit sur des éléments de preuve de circonstance. Et on vous invite à faire des déductions, à tirer des conclusions que M. Mokom faisait tout ce qu'il pouvait pour soutenir ou guider les troupes anti-Balaka. Cette chambre préliminaire, à partir de cela, peut déduire qu'il le faisait en vue de faciliter ou de faire avancer la commission de crimes. Si l'on garde cela à l'esprit, il faut réfléchir sur la raison de procéder ainsi. Ce que nous faisons tous ici, dans cette salle d'audience, ces derniers jours, eh bien, ce que nous faisons, c'est un exercice dont le but, comme l'a déclaré la Chambre préliminaire dans Mbarushimana, dont le but est de faire la distinction entre les dossiers qui devraient être présentés au procès et ceux qui ne le devraient pas. Cette audience de confirmation a besoin de davantage qu'un dossier où l'accusation s'attend encore à ce que la chambre préliminaire fasse des grands bonds dans son raisonnement pour faire des déductions de manière pour arriver même simplement à l'aide et la complicité et au but commun. Les formes les plus faibles de responsabilité pénale. Pour arriver au fait que cela soit évident que M. Mokom avait effectivement commis des crimes internationaux. L'accusation s'appuie sur des éléments de preuve sur lesquels ses propres témoins se sont rétractés. Et ceci constitue le fondement de son dossier. L'accusation, les déclarations des témoins même de l'accusation montrent montrent que M. Mokom, le suspect principal, prenait des mesures actives pour arrêter les crimes. Vous ne pouvez pas remplacer de bons éléments de preuve par des formes de responsabilité exotiques et tirées par les cheveux, coordonnées à un but commun. C'est le genre d'affaire qu'il ne doit pas passer à l'étape suivante. La phase de confirmation des charges, justement, a été conçue pour séparer ces affaires des autres. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Ceci met un terme à la présentation des arguments de la défense. Le Président
Maître La Rochelle, la transcription en temps réel, page 21, ligne 9, a déclaré Monsieur Mocom, il travaillait à commettre des crimes alors que c'est exactement l'opposé qui a été dit, c'est-à-dire qu'il travaillait à prévenir des crimes. La transcription dit le contraire. Le président, merci beaucoup. Ce sera vérifié après coup et les collaborateurs du greffe vérifieront cela. Merci beaucoup en tout cas d'avoir attiré notre attention sur ce point. Nous allons maintenant passer la parole à l'accusation qui dispose de 30 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous redonner la parole pour une réponse aux arguments de la défense. Cette défense qui a consacré une bonne partie de son temps de parole, je dirais plus de 3/4, a discuté en détail de la crédibilité et de la fiabilité de plusieurs témoins de l'accusation. Elle a mis en doute les circonstances et la manière dont ils ont été interrogés par l'accusation. Nous allons y répondre. Et ma jeune collègue à ma gauche, Colin Gilg, va y pourvoir tout de suite. Mais je tenais quand même, avant qu'elle aborde ces questions de fond, de rappeler quelques évidences. Et je le ferai en commençant par là où le Conseil de la Défense a terminé, c'est-à-dire quel est l'objet de cette procédure qui nous a réunis ici ces 3 jours. La procédure de confirmation des charges n'est pas censée être un procès. Et ce que la défense a tenté de faire, c'est de transformer cette audience en procès avant la lettre. Bien sûr, nous tous, nous savons qu'il faut un procès pour évaluer la crédibilité des témoins, à la lumière de la présentation complète des preuves par l'accusation et la défense. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, aucun témoin n'a comparu ici. La raison en est bien simple. L'évaluation des charges se fait sur pièce et suivant un seuil d'admissibilité de preuves qui est relativement bas, comme du reste la défense l'a rappelé elle-même. La confirmation des charges, de par sa conception même, n'est pas le forum approprié pour répondre de manière adéquate aux questions qui ont été soulevées par la défense. Dans cette procédure, on se suffit de ce standard pas très élevé, ce standard auquel on a souvent fait référence en parlant de prima facie. Je ne dis pas ça pour dire que vous n'avez aucun contrôle à faire. Bien sûr, une chambre préliminaire peut évaluer les ambiguïtés, les incohérences et les contradictions dans les preuves. Mais elle doit le faire avec beaucoup de circonspection, aux seules fins d'éviter des poursuites fantaisistes. Et Madame, Monsieur le Juge, même quand vous avez des doutes, il peut vous arriver, même quand vous avez des doutes, vos doutes ne devraient pas être forcément traités comme les doutes du juge du fond, comme les juges de la chambre de première instance. Ces doutes ne devraient pas entraîner ni ipso facto, ni ipso jure le rejet de la preuve. La prudence, qui doit être de rigueur, se justifie d'abord parce que la preuve partielle
et comme vous avez vu, souvent on vous a extrait des paragraphes qu'on vous a cités là, elle peut se développer. Elle peut apparaître sous un meilleur jour dans le cadre du procès, avec notamment des témoins qui explicitent certains éléments. Et ensuite, et ça aussi, vous le savez, la détermination finale de la preuve, vraiment, est le domaine du juge du fond. Je voudrais juste rappeler deux exigences qui président à votre mission, et là, je le fais en paraphrasant d'ailleurs la chambre de préliminaire 2 dans l'affaire Yakatom Ingaïsona. D'une part, Slow down a little bit, sir, please. d'accord. D'une part, vous protégez le suspect contre les accusations injustifiées et infondées en vous assurant que seules les personnes contre lesquelles ont été portées des accusations suffisamment sérieuses allant au-delà de la simple théorie ou du simple soupçon sont traduites en justice. D'autre part, vous ne devez prédéterminer ou préjuger la force des preuves. C'est d'ailleurs à ce prix que vous préservez la présomption d'innocence. Et cette chambre préliminaire, dans l'affaire que je viens de citer, a rappelé à juste titre qu'à ce stade de la confirmation des charges, les questions de crédibilité des témoins ne doivent être abordées que si la réponse est manifeste. Sommes-nous ici, et ça c'est la question qu'on devrait se poser, sommes-nous ici dans cette hypothèse où l'absence de crédibilité des témoins est si manifeste que le dossier ne mérite pas qu'on veuille en savoir davantage? Peut-on regarder objectivement le dossier soumis et dire qu'il est vide de charges? Je crois que même la défense ne dit pas cela. Nous avons plutôt une défense qui semble faire feu de tout bois. Une défense qui d'ores et déjà, et nous l'avons entendu de la bouche même du suspect, qui nous dit, qui parle déjà de l'état de nécessité, de légitime défense. Une défense, hier vous l'avez entendu, qui vous dit que la preuve est accablante. Une défense qui vous dit the evidence is damning. Mais en même temps, qui continue pour vous dire, oui, mais il y a seulement un problème, les témoins qui portent cette preuve sont des menteurs. Et pourtant, quand c'est commode, cette même défense s'appuie sur ces témoins, le reconnaissant ce qu'elle appelle des moments de lucidité, des moments d'honnêteté. Donc, voilà, c'est-à-dire une défense donc, qui fait feu de tout bois, qui récuse que toute coordination ait eu lieu au niveau des actions anti-Balaka, mais qui par endroits, quand même, nous décrit des codes de conduite, qui nous décrit un code de conduite, ne tuez pas, ne volez pas, et bien entendu, il n'y a personne pour s'assurer de la bonne marche de ce code de conduite. Voilà. Donc, une défense qui présente Mokom comme un personnage insignifiant par endroit. Mais par endroit, il nous le dit que, voilà, pourtant, c'est lui-même, en fait, qui prescrivait les ordres de ne pas tuer, les ordres de préserver les innocents. Celui qui devait instituer une police d'État et qui représentait les anti-Balaka à travers pour parler de paix. J'évoque pêle-mêle ces références. Madame Gill, comme je vous ai dit, va revenir dans tout cela. Donc, je les évoque non pas pour les discuter, pour dire que ça ne mérite pas de discussion, ou bien pour polémiquer sur les allégations de témoins avec toutes leurs parties, mais simplement pour dire que nous sommes certainement loin. Nous sommes très loin de l'hypothèse d'un dossier qui serait tellement vide que la Chambre devrait dire « Passez, il n'y a rien à voir ». Voilà, donc je tenais simplement à faire cette petite précision avant de passer le flambeau à ma jeune collègue Colin Gill pour répondre de façon plus détaillée à certains arguments de la défense. Je vous remercie.
Thank you, sir. Madam Prosecutor. Le juge président, merci monsieur, madame la procureure, la parole est à vous. Bonjour madame, messieurs les juges. C'est un privilège pour moi d'être aujourd'hui devant vous et je vais continuer et poursuivre la réponse de l'accusation concernant des points qui ont été soulevés par la défense pendant l'audience. Et je voudrais aborder les 3 points suivants, chacun à son tour. Tout d'abord, est-ce que la conduite de M. Mokom a contribué au crime des anti-Balaka? Deuxièmement, si M. Mokom avait le mens rea requis au moment de sa contribution. Et troisièmement, la crédibilité des témoins. Pour en revenir au premier point, la contribution, Mesdames, Messieurs les juges, vous avez entendu ce que la défense et même ce que Mokom avait dit concernant son rôle. Nous avons entendu parler et dire que M. Mokom serait une petite personne qui n'aurait apparemment rejoint les anti-Balaka qu'en février 2014 lorsqu'il est revenu à Bangui et qui n'aurait travaillé simplement que pour la paix. M. Mokom ne travaille pas uniquement pour établir la paix. Les éléments de preuve sur lesquels se fonde l'accusation montrent que M. Mokom a activement œuvré pour aider, soutenir les opérations militaires des anti-Balaka depuis juin 2013. Et ceci a contribué aux crimes visés par les charges. Et il faisait partie des anti-Balaka bien avant février 2013 et le rôle de coordonnateur des opérations qu'il a endossé lorsqu'il est revenu à Bangui, et ce de manière formelle, découlait de ses actions précédentes, c'est-à-dire son soutien aux opérations militaires des anti-Balaka. La défense elle-même s'est fondée sur un témoin qui a décrit comment M. Mokom a visité les Comzones le jour où il est revenu à Bangui. Il s'est adressé à eux, leur donnant des instructions, et je vous renvoie à la transcription d'hier, page 87 du T7. Et, Madame, Messieurs les juges, c'est là la conduite de quelqu'un qui, depuis longtemps, était une personne ayant une influence et qui était connu déjà par les Comzones en raison de ses interactions et échanges avec eux. Ce n'était pas simplement quelqu'un qui venait de rallier les anti-Balaka ce jour-là. Concernant les crimes visés dans les charges pendant l'attaque à Bangui et Bossangoa, nous avons souligné les éléments de preuve soulignant sa contribution hier. Je voudrais aujourd'hui simplement attirer votre attention, Madame, Messieurs les juges, sur un carnet de notes avec les contacts que M. Mokom a gardés à Mokom. Non, c'était un carnet de notes avant l'attaque du 5 décembre et que vous trouverez sur le canal Évidence 2, qui ne devrait pas être montré au public. La référence est KOTP 2100 2602. Madame, Messieurs les juges, les 5 pages de ce carnet sont remplis de noms de personnes bien connues comme étant des éléments anti-Balaka. Et vous pouvez voir ici des noms dont nous avons entendu parler jeudi. Konaté, Ingavona, Angelo, Alfred Rombo, Yakatom, c'est Yakatom. Ce sont tous des dirigeants de l'attaque sur Bangui au mois de décembre. Et vous pouvez voir ici le lieutenant Abel, le lieutenant Abel, qui est Bruno Ndotsakanai, et un deuxième, dont l'interprète n'a pas entendu le nom, et ce sont 2 des combattants envoyés du groupe de M. Mokom à Zongo pour l'attaque de Bangui. Donc, tous ces éléments de preuve contredisent l'argument de la défense, à savoir que M. Mokom travaillait pour la paix. Les dossiers des données, des données concernant les appels ne peuvent pas nous dire si
de quoi parlait M. Mokom, mais corrobore le témoignage des témoins. Et dans certains cas, il n'y avait pas d'autre interprétation raisonnable des contacts, si ce n'est celle-ci. M. Mokom, à ce moment-là, soutenait une opération des anti-Balaka. Est-ce que cela pourrait réellement être une simple coïncidence que M. Mokom ait communiqué à de multiples reprises avec les deux dirigeants de l'attaque de Bossangoa juste avant cette attaque? Et est-ce que c'est réellement une coïncidence que ce même jour, c'est-à-dire le 5 décembre, M. Mokom est également communiqué à de multiples reprises avec les dirigeants principaux de l'attaque de Bangui, et même pendant que se déroulait l'attaque? Ce n'est pas une simple coïncidence, et c'est un élément de preuve important du lien direct de M. Mokom avec les attaques pendant lesquelles les crimes reprochés ont été commis. Avant de passer au mens rea, l'élément psychologique, je voudrais clarifier plusieurs points de droit concernant des points qui ont été soulevés par la défense, notamment aujourd'hui. Concernant l'argument de la défense, à savoir que la contribution de M. Mokom, ou en tous les cas une partie, semble tout à fait innocente, ce type de contribution peut encore être considéré comme des contributions pertinentes sur le plan juridique. Et sur le plan juridique, pour la responsabilité visée par l'article 25 C. 3, C et D, les contributions ne doivent pas nécessairement être criminelles. Il y a une jurisprudence en la matière et je peux faire référence à cela concernant dans l'affaire Bamba et consorts, au paragraphe 810, dans le contexte de l'existence de plusieurs auteurs. L'argument de la défense concernant la neutralité ou l'innocuité apparente, la nature innocente des contributions de M. Mokom, et donc va au-delà de ce point lorsque l'on évalue cet élément. Il n'est pas non plus nécessaire que M. Mokom ait été sur les lieux du crime pour que ces actions aient contribué à la commission de ces crimes. Et je peux là vous renvoyer à la décision de confirmation au paragraphe 9 dans l'affaire Alassane et au jugement dans l'affaire Katanga au paragraphe 163. Et la contribution, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien direct avec l'auteur physique et que les contributions indirectes sont suffisantes. Et je vous renvoie au même passage dans la décision de confirmation de Alassane. Et au paragraphe 1635 de la décision dans l'affaire Katanga. Et ceci montre également que la proximité de la personne avec les crimes n'est pas nécessaire. Ce qui est pertinent, c'est simplement que la conduite de M. Mokom, dans sa totalité, a contribué d'une certaine façon à la commission des crimes, que ce soit sur le plan matériel ou simplement du fait d'un encouragement moral. Et les éléments de preuve que nous avons présentés prouvent que c'était le cas. Pour ce qui est de la responsabilité dans le cadre des articles 25, 3, C et D, il n'est pas pertinent de se demander si M. Mokom faisait partie d'un grand plan criminel ou qu'il faisait partie de ce dessein commun. Même ceci ne réduit pas sa responsabilité. Il n'est pas considéré comme étant un co-perpétrateur dans le cadre de l'article 25A, par exemple, et il n'est pas nécessaire qu'il partage ce plan commun, ni qu'il ait contribué essentiellement ou ait eu un contrôle. Je vais maintenant passer à mon deuxième point, le mens rea, l'élément psychologique de M. Mokom. Contrairement à l'argument de la défense, il y a suffisamment d'éléments de preuve, Madame, Messieurs les juges, pour en déduire que M. Mokom avait l'élément psychologique, le mens rea nécessaire. Et je vais être claire, la position de l'accusation n'est pas de dire qu'il aurait dû savoir. Notre position est de dire qu'il devait savoir. Et je peux vous renvoyer à notre présentation principale dans laquelle un exemple a été donné avec le langage
utilisé, c'est-à-dire que M. Mokom ne pouvait pas ne pas savoir, et il s'agit dans la page 87 de la transcription 6. Et la défense a été sélective en mettant l'accent sur certains éléments de preuve, tout en ignorant une grande partie des éléments de preuve présentés par l'accusation. Néanmoins, il y a suffisamment d'éléments de preuve permettant de déduire l'élément psychologique concernant M. Mokom. Et je voudrais à ce stade mettre en lumière un autre élément de preuve d'un témoin qui a été testé dans l'affaire Ngayekatomengaïsona et qui concerne ce qui était connu du cercle proche de M. Mokom. Il a été demandé au témoin s'il était au courant, et c'est le juge Schmidt qui a posé la question, s'il était au courant des tueries des civils par les anti-Balaka. Et pour le procès-verbal d'audience, je dirais qu'il s'agit du KROTP 40901 aux pages 27 à 28. Et il dit oui, pendant l'attaque, il y a des gens qui nécessairement ont été tués. Il y a eu des éléments, c'est les cas qui ont été tués, des civils musulmans qui ont été tués. Il a continué en disant, lorsque l'on rencontrait les musulmans, c'était la fin pour cette personne, pour ces musulmans. Et ce témoin, il a été demandé à ce témoin comment il savait ce qui s'est passé sur le terrain. Et il a répondu, bien vous savez, tout le monde savait ce qui se passait. Nous avions des contacts avec les dirigeants. Et il continue à la ligne 25 en disant, nous avons pu également appeler des gens sur le terrain, des éléments sur le terrain, pour nous donner davantage d'informations. Et outre les éléments de preuve concernant ce que certaines personnes de l'intérieur, parmi les anti-Balaka, savaient, vous avez également des éléments de preuve, Madame, Messieurs les juges, concernant les informations supplémentaires que M. Mokom recevait concernant les opérations anti-Balaka en raison de ses contacts extensifs et importants avec les dirigeants et les soldats des anti-Balaka. Il y a également des rapports de open source qui existait bien avant ces attaques. Et à la lumière de tout ce qui est disponible comme élément de preuve, il est clair que M. Mokom devait savoir. Passons maintenant à mon dernier point concernant sa crédibilité. La crédibilité des témoins, pardon. La défense a œuvré dur et était dur pour discréditer le P2232. Mais pour être clair, les éléments de l'accusation ne se basaient pas uniquement sur ce que ce témoin a dit. Il n'était pas la seule source pour la majorité des éléments proposés par l'accusation. Il a corroboré. Et ceci est corroboré par d'autres éléments de preuve concernant le rôle de M. Mokom de manière générale et sa contribution à ces crimes. Par ailleurs, alors que les questions de la défense concernant P2232 étaient intéressantes, néanmoins, ils se sont reposés là-dessus pour certains aspects qui leur lui étaient favorables. En fait, de nombreux extraits auxquels il a été fait référence hier ont permis de mesurer et de voir ce qu'il en était de ce témoin. Et je peux vous renvoyer, Madame, Messieurs les juges, à des extraits mentionnés sur lesquels ils se sont basés. Page 35, 41, 43, 51, 55, 57, 64, 87 et 89 concernant ce témoin. Pour être clair, Madame, Messieurs les juges, l'accusation ne considère pas qu'une source unique est une autorité définitive dans le cadre de cette affaire. Aucun témoin n'a le meilleur point de vue pour vous dire tout ce qu'il en était, dans ce que vous aimeriez savoir. Et finalement, ce qui est important, ce ne sont pas les sources ou une source en particulier prise isolément, mais c'est plutôt tous les éléments qui découlent des éléments de preuve pris dans leur ensemble. Et le tableau comblé qui en découle ici, et ce sera mon dernier point, c'est que M. Mokom était tout d'abord une personne ayant une influence au sein des anti-Balaka depuis le premier jour et plus encore
dans la période de février 2013 et par la suite. Et deuxièmement, c'est une personne qui a apporté une contribution importante, tant sur le plan du soutien matériel et que des encouragements matériels, et de la commission des crimes par les anti-Balaka. Et enfin, une personne qui était bien informée et qui avait des liens avec les dirigeants et les soldats du rang des anti-Balaka et qui a apporté sa contribution avec l'élément psychologique requis. Et sur ce, j'en termine avec la présentation de mes éléments, Monsieur le Président. Le juge président, merci beaucoup. Le représentant légal commun des victimes, quel est votre plan? Est-ce qu'il y en aura simplement un qui va prendre la parole ou est-ce que vous allez vous partager la parole? Nous comptons présenter nos arguments après la pause. Et je passe 10 minutes. Et le prochain sera mon collègue Maître Fall qui va passer 10 minutes également. Et enfin, Maître Douzima aussi, elle a 10 minutes à présenter ses arguments. Well then, sir. Le juge président. Alors, monsieur, vous pouvez commencer vos 10 minutes maintenant, puisqu'il nous reste 10 minutes avant 11 heures. Donc, la parole est à vous pour la première partie de votre déclaration finale du représentant légal commun des victimes. Monsieur le Président, Madame le juge, Monsieur le juge, bonjour. Et je vous présente ce matin des contre-arguments contre la thèse qui a été développée hier par la défense sur la non-organisation des anti-Balaka, que c'était des gens inorganisés, comme certains théoriciens marxistes méprisaient le peuple en disant c'est une population inorganique. Le mot coordination revêt deux sens. Il y a d'abord un sens tiré du dictionnaire, l'agencement logique des parties d'un tout en vue d'obtenir un résultat déterminé. C'est-à-dire là, ce mot est synonyme d'organisation et de coordination. Le deuxième sens du mot organisation, coordination, ces deux mots semblables dans le dictionnaire, c'est un rassemblement de professionnels momentanés et spontanés dans un but revendicatif, sans mot d'ordre, comme syndical ou parti politique. Monsieur le Président, Madame et Sir, Monsieur le juge, can you pause just one moment? Do we have a problem with transcripts? I see the transcripts are blocked in my... Merci, Monsieur le Président. Yeah, now I think resumed. Please continue, sir. Thank you for waiting. Monsieur le Président, une bonne théorie, c'est déjà une pratique. Lorsque les statuts de Rome ont été préparés par des grands juristes, pendant plusieurs années, ils ont beaucoup réfléchi sur des thèmes principaux, notamment la responsabilité pénale, sur l'instigateur. J'étais moi-même membre de l'Association internationale de droit pénal. On a assisté à Syracuse à une réunion présidée par M. Bassiouni, professeur de droit pénal à Chicago. Nous ne sommes pas très étrangers à ce que le statut de Rome a prévu comme principe du droit, et principes généraux du droit. Alors, la coordination anti-Balaka est bel et bien une organisation, je ne dirais pas terroriste, mais une organisation criminelle. Son but est le retour de l'ancien président Bozizé au pouvoir, et ce, par tout moyen.
j'ajouterais même les plus exécrables, comme disait Lénine. Lors de la révolution de 1917, on a connu la suite, les exécutions, etc. Les principaux traits de toute organisation, là je fais appel à des spécialistes de la théorie d'organisation. Et le premier en tête, c'est M. Talcott Parsons, qui dit il existe dans la théorie d'organisation la notion de but pour distinguer l'organisation d'autres formes d'institutions sociales. Et je le cite, en tant qu'élément analytique de référence, l'orientation vers l'atteinte d'un but spécifique est la caractéristique de l'organisation, qui la distingue des autres types de systèmes sociaux. Personne ne l'a dit depuis 1960. Dans le même ordre d'idées, mais de façon plus précise, Edgar Schein propose une définition devenue d'usage courant. Il dit « Une organisation est la coordination rationnelle des activités d'un certain nombre de personnes pour l'atteinte d'un but explicite commun via une division du travail et une hiérarchie de l'autorité et des responsabilités. » C'est paru dans son livre qui date de 1970. Cette référence à la notion de but permet de souligner le fait qu'une organisation est un objet artificiel, un objet construit et non un objet naturel. L'organisation est créée en vue de réaliser un projet, d'atteindre un ou un ensemble de buts. Si on lui attribue une finalité pragmatique, on doit expliquer ce qui guide l'action, qui consiste à amener les participants à agir à l'unisson vers l'atteinte des fins ou de buts communs et désirables. Donc, aborder la réalité de la coordination anti-Balaka de la façon inorganique, comme elle a été présentée hier, constitue, à mon avis, une simplification excessive. Rien ne permet d'affirmer, a priori, comme c'est le cas hier dans la tentative de théorisation faite par la défense, qu'une organisation est un lieu de consensus ou qu'elle devrait être présumée comme devant toujours l'être. Non. Alvin Gouldener répond pas le contraire. Il observait que dire qu'une organisation est orientée vers l'atteinte de certains buts ne signifie pas d'ordinaire rien d'autre qu'il s'agit de buts de ses principaux dirigeants. Postuler le consensus sans voir qu'il peut ne s'agir que d'un mythe pourrait alors donner à l'éventuelle ambition pragmatique de la théorie des organisations d'un côté partisan. Au moins, faut-il garder en mémoire le fait que le ou les buts qui ont justifié la création de la coordination ou de l'organisation anti-Balaka ne font pas nécessairement et en permanence l'objet du consensus entre participants. Une définition de l'organisation qui attirerait l'attention sur ce point pourrait alors se présenter ainsi. L'organisation, la coordination, est une coalition de groupes d'intérêts différents qui élaborent des buts par négociation. On l'a vu, Monsieur le Président, hier. On l'a écouté de la bouche même du procureur, ici.
et de la Défense que le rapprochement entre les anti-Balaka et le gouvernement de transition pour négocier des postes. Vous voyez que la définition cadre bien avec la pratique de cette coordination. Au-delà des débats qui viennent d'être esquissés, l'existence de buts n'est pas le seul trait qui permet de caractériser l'organisation ou la coordination en tant qu'entité. D'autres propriétés, les unes plutôt structurelles, c'est-à-dire ressortissant en quelque sorte à la morphologie de l'organisation. Vous voyez, là, il y a une anthropologie de l'organisation. C'est un problème culturel aussi. Je pense à un des grands philosophes, théoriciens, Antonio Gramsci, qui a développé cette théorie sur la culture, le rôle de la culture et du leadership dans la lutte politique. Ici, la morphologie de l'organisation ou de la coordination apparaît très nettement comme un agrégat de groupes ayant pour trait commun leur ethnie. Je me suis amusé à recenser le nombre de Comzones et leur alliance ethnique. C'est 95% de même ethnie que le président Bozizé. Et Monsieur le Président, 3 propriétés d'ordre structurel se retrouvent donc dans la plupart des organisations, sinon toutes. La détention ou la disponibilité des ressources. On vient de nous projeter sur l'écran tout à l'heure un carnet de notes qui liste la plupart des responsables du groupe anti-Balaka. Ils ont également des ressources financières et humaines. Ils ont des ressources matérielles. Sir, I give you 1 more minute and Juge président, monsieur, je vous donne encore 1 minute adjourn for the break. et ensuite il faudra suspendre l'audience pour la pause. 1 minute. Il existe des frontières dans l'organisation anti-Balaka. Quelles frontières? La coordination possède une frontière qui permet de distinguer les personnes appartenant à l'organisation avec des badges, des signes distinctifs, la carte d'adhérent, etc. Et ce sont aussi des personnes en tant que telles qui importent, mais leur capacité à assumer les tâches et des rôles qui comptent. Et pour terminer, Monsieur le Président, être à l'heure, la notion de but, lors de la phase de la création de l'organisation, se confond avec les buts des fondateurs. Et donc, les buts peuvent aussi changer et les négociations à leur propos déboucher sur des reformulations. On a vu, passage à la lutte, on veut maintenant rentrer dans le gouvernement. Donc, en conclusion, l'organisation ou la coordination anti-Balaka dirigée par M. Mokom apparaît en effet comme un ensemble structuré, sinon figé, contraignant pour les individus qui y participent et en même temps comme une construction collective dynamique qui autorise l'accomplissement des projets communs. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame le juge. Je passe la parole à mon collègue, Maître
yare fal. Well, thank you very much. Le juge président, Thank you very much. merci, Now, merci I- maître. I'm adjourning Maintenant, je suspends l'audience pendant une demi-heure 11:35. et nous reprendrons à 11h35. Merci. All rise. We will